Bon, on va commencer cette session. J'ai eu le feu vert. Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin pour participer à cette table ronde qui va traiter des contraintes légales et financières à lever pour se développer à l'international et des bonnes pratiques pour y parvenir. Donc, je suis Martine Fuxard, rédactrice en chef du magazine e-commerce, et à mes côtés pour aborder ce large thème, nous avons Damien Jacob, professeur à HEC Liège et à l'Université de Strasbourg et consultant e-business. Gaël Bordeaux, responsable vente et marketing du groupe Arctic, qui édite le site mapandata.com. Nous avons également Christophe Baru, directeur juridique au sein de Dell. Gérard Haas, fondateur du cabinet avocat éponyme. Et Pauline Legnaud, fondatrice de Gemio, site de joaillerie qui a été fondé en 2011 et qui est en ce moment dans des problématiques de développement à l'international. Donc, il nous donnera sa vision pratique des freins à lever. Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, que chacun des intervenants fasse une petite présentation rapide de son actualité. Damien. Bonjour à tous et à toutes, donc Damien Jacob, je viens de Belgique, de Liège, et j'ai une double activité, j'enseigne l'e-commerce depuis maintenant 12 ans, à HEC Liège, à la Haute École de la Province de Liège et aussi à l'Université de Strasbourg. Et j'accompagne des PME, des entrepreneurs du web, des e-commerçants à se développer à l'international et à améliorer leur taux de conversion. Bonjour à tous, je m'appelle Gaël Bordeaux, responsable vente et marketing au sein du groupe Arctic. Alors, le groupe Arctic existe depuis 25 ans et propose des solutions de cartographie décisionnelle et statistique. Notre métier historique, principalement, nous sommes éditeurs d'un logiciel qui s'appelle Cartes et Données, qui s'adresse principalement aux directeurs commerciaux et marketing qui ont besoin d'un logiciel pour analyser la richesse de leurs données, de leur système d'information, en y associant la dimension territoriale et déterminer ainsi comment améliorer le ciblage de leurs actions de marketing direct, évaluer leur performance commerciale en fonction de leur secteur de vente ou encore rationaliser un réseau de distribution ou de points d'agence. Par rapport à ce métier, nous proposons donc des cartes également et des données. C'est plus particulièrement sur ce thème que j'interviens aujourd'hui, puisque nous avons lancé il y a déjà plusieurs années une boutique en ligne qui s'appelle mapandata.com, qui permet à des professionnels d'acheter ces fichiers dématérialisés, ces cartes ou ces données. Ça s'adresse principalement à deux cibles, soit des utilisateurs de logiciels de cartographie, ou soit des professionnels de la communication, plus généralement des infographistes, des imprimeurs, des agences de communication qui ont besoin de supports géographiques pour pouvoir les adapter ensuite. Christophe Baru. Bonjour, Christophe Baru, donc directeur juridique Europe du Sud pour le groupe Dell, fabricant et vendeur d'ordinateurs, mais pas seulement, puisqu'on vend maintenant beaucoup plus de services, de solutions, de logiciels dans le monde entier. C'est un groupe qui a été fondé il y a 30 ans par Michael Dell au Texas, qui a grossi de manière extraordinaire, donc qui a explosé dans beaucoup de pays, dans le monde entier. Donc le développement international est très important. Il a la particularité d'être sorti du marché en novembre l'année dernière, c'est-à-dire que nous étions cotés au Nasdaq jusqu'au 1er novembre 2013. Et Michael Dell, avec l'aide d'un fonds de pension, a racheté sa propre société. Et il en est maintenant propriétaire à 75%. Donc un groupe privé, mais néanmoins absolument gigantesque. Suivant les pays et les segments, nous sommes dans les 3 premiers constructeurs informatiques du monde, pratiquement dans toutes les régions du monde. Bonjour, Gérard Haas, avocat, et également président du réseau Jessica, qui est le premier réseau international d'avocats francophones. Et donc, en matière de questions sur l'e-commerce et au niveau international, nous avons la possibilité d'avoir, pour tous les e-players français qui veulent se déployer à l'international, d'avoir des avocats qui pourront localiser en fait tout leur web et leur modèle, mais en même temps, et c'est une particularité, qui parlent français et qui ont une culture de droit continental, et ça aide énormément. J'imagine.
Bonjour, Pauline Legnaud, je suis cofondatrice d'une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio, G-E-2-M-Y-O, et qui a la particularité d'être donc une joaillerie haut de gamme, fabriquée donc avec des bijoux fabriqués uniquement en France, mais vendus uniquement sur Internet, donc avec une vraie dimension e-commerce, et c'est assez hybride comme modèle. Gemio a 3 ans puisque nous avons créé l'entreprise en 2011 et donc notre deuxième année d'activité commerciale et cette année nous visons un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, donc on est encore une toute petite structure, on est 15 personnes. 2015 sera l'année de l'international pour nous et j'en parlerai tout à l'heure, notamment avec l'Angleterre. Parfait, donc merci pour cette présentation. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, première question sur l'impact de la directive européenne effective depuis juin sur le commerce électronique. Que faut-il respecter et déployer pour être en conformité avec la loi? Et est-ce que ça a changé quelque chose pour les e-marchands? Gérard. Alors, le législateur européen s'était véritablement interrogé sur ce frein que consistait en fait le fait d'avoir des sites web qui étaient internationaux, mais il fallait chaque fois localiser ces conditions générales d'utilisation. Enfin, c'était un vrai parcours du combattant. En plus, il y avait des budgets. Il avait fait une étude et à peu près le fait de localiser ces conditions générales de vente ou conditions générales d'utilisation, ça coûtait pour chaque pure player à peu près un budget de 3 à 5 000 euros. Donc il a décidé de faire une directive pour harmoniser. On en a eu, nous, l'effet en France par rapport à la loi Hamon, mais on peut dire qu'aujourd'hui, un site Internet qui applique les règles et qui est en conformité peut faire un commerce dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc il y a un grand avantage. Et donc il y a aujourd'hui, on pourrait dire que le commerce européen est ouvert au monde digital. Il y a juste un problème, c'est celui de la langue qui n'a pas encore été levé. Et donc il faut traduire ces conditions générales en fonction des consommateurs. Un certain nombre de barrières ont été levées. Damien, est-ce que vous avez un point de vue effectivement sur cet aspect facilitateur de la loi Hamon? Oui, je confirme que cette loi, enfin cette harmonisation européenne, elle est complète, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de nuances entre les pays membres sur la législation en matière de protection du consommateur. Donc d'un côté, pour l'e-commerçant, c'est une contrainte parce qu'il y a réellement des modifications à faire sur son site web pour être en conformité dans tous les pays européens. Donc c'est une contrainte, mais malheureusement, c'est une opportunité aussi pour les e-commerçants de se dire cette harmonisation, elle permet maintenant de vendre dans toute l'Europe sans avoir l'inquiétude qu'un consommateur dans un pays membre se plaigne de ne pas être en conformité avec la législation nationale. Donc typiquement, jusqu'au 14 juin dernier, un consommateur allemand pouvait revendiquer le respect de sa législation nationale qui prévoyait le remboursement des frais de retour dès que l'achat était dépassé les 40 euros. Donc l'e-commerçant français était tenu de rembourser ce montant de frais de retour du colis. Maintenant, le consommateur allemand ne pourra pas faire valoir la loi allemande. La loi allemande, elle sera la même que la loi française ou des autres pays. D'accord. Et je crois que Dell, vous avez une vision un peu internationale. Donc, au niveau de cette législation, est-ce que c'est facilitateur? Est-ce qu'on a encore plus de freins quand même que dans d'autres régions du monde? Non, on ne le voit pas comme un frein. Je pense que la législation européenne est parfois touffue, elle est complexe. Sur certains aspects, elle va beaucoup plus loin que la législation américaine en particulier, qui est celle qui nous intéresse, nous, parce que nous sommes un groupe américain. Donc la comparaison se fait forcément. Ceci étant dit, le fait d'avoir un marché, c'est clair, hein, d'avoir un marché unique dans lequel on a une monnaie dans une grande partie des pays et des règles qui s'appliquent à tous les pays, c'est un plus, c'est quelque chose de très positif pour nous. Donc c'est pas du tout perçu comme un frein, même s'il faut être sur le continent, beaucoup travailler sur ces évolutions et être au courant de ces évolutions. Pauline, peut-être un commentaire. Est-ce que ça a changé quelque chose, de se mettre en conformité? Est-ce que ça a été facile, Alors difficile? nous, en fait, on est encore au stade de la mise en place de l'international. Donc en fait, ça n'a fait que nous aider, puisque justement, on va pouvoir... on n'avait rien à refaire, si vous voulez, différemment de ce qu'on avait prévu initialement. Donc ça va plutôt nous aider aussi. Et je pense que c'est effectivement positif pour des petites entreprises comme nous qui n'avons pas de directeur juridique, qui n'avons pas non plus les moyens
d'investir énormément là-dessus. Et donc, je pense que ça va nous aider un petit peu. Ouais. Très bien. Une question, donc on est sur des sujets assez pointus, sur les régulations spécifiques à chaque marché qu'il faut avoir en tête quand on parle à l'international. Donc là, on va vraiment rentrer dans le pratico-pratique sur la TVA, le copyright, les noms de domaine, donc des sujets assez pointus. Quelles sont, selon vous, déjà les choses auxquelles vous avez été confrontés et les éléments principaux à avoir en tête sur ces 3 sujets-là, nom de domaine, TVA, copyright? Gaëlle Bordeaux, je crois que vous avez une problématique particulière au sein de Mapendata. Oui, en effet, étant donné que on vend des fichiers dont nous sommes auteurs, c'est les mêmes droits que pour des photographies, par exemple, qui s'appliquent, c'est-à-dire que nos fichiers, on ne peut pas les utiliser sur n'importe quel support, dans n'importe quel cadre, etc. Et dans certains cas, effectivement, on peut se retrouver dans une démarche de redevance pécuniaire, à prévoir en plus de la simple acquisition d'un fichier. Et c'est vrai que là, on se confronte, on va dire, au monde du web où tout est très facilité, tout est très rapide, tout est très accessible. Les livraisons sont ultra rapides, les paiements également. Mais effectivement, il faut également, je pense, prévoir et être conscient qu'il faut surveiller un petit peu les ventes qui se réalisent pour veiller au bon respect des usages des fichiers que l'on vend et que les achats soient bien faits en conformité également avec la politique d'utilisation et commerciale des produits. Donc c'est vrai que sur une boutique en ligne dont l'un des objectifs était également on va dire, de ne pas forcément mobiliser des profils commerciaux pour faire des ventes dites basiques, il faut prévoir quand même une surveillance. Je crois que le plus important dans tout ça, c'est effectivement de travailler surtout en bonne intelligence dans le cadre d'une relation commerciale transparente et saine. C'est-à-dire que quand effectivement il y a des choses à revoir, on appelle directement les clients, puis on fait le point par rapport à leur projet. Voilà, il y a tout l'aspect effectivement juridique et puis il y a l'aspect pratique où je crois qu'il faut bien placer le client au cœur de la relation et après tout se déroule très bien. D'accord. Sur le copyright, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Sur tout ce qui est nom de domaine, quand on parle à l'international, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Est-ce qu'il y a des stratégies plus efficaces que d'autres? Est-ce que vous avez des conseils là-dessus, Damien Jacob? Oui, en matière de nom de domaine, il y a une stratégie qu'on doit établir, déjà en tenant compte de toute la protection intellectuelle liée aux marques. Et donc, le dépôt d'une marque, déjà, doit se faire pays par pays où on prend l'option de déposer une marque européenne, mais ce qui impose qu'il n'y ait aucun obstacle dans aucun État membre par rapport à la dénomination que l'on choisit. Et puis après, une fois qu'on a réussi à avoir une marque distinctive qui ne prête confusion à aucun droit existant dans les États membres, et on va s'atteler à trouver à réserver les noms de domaine. Et là aussi, on va se retrouver certainement avec des noms de domaine déjà réservés, puisque dans la plupart des pays, maintenant, le principe, c'est première demande, premier servi. Donc c'est tout un cheminement important qui doit se faire qui dure parfois plusieurs semaines pour trouver un nom de domaine. Pauline, est-ce que vous êtes déjà dans ces problématiques de nom de domaine et où vous en êtes? Complètement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu anticipé, en l'occurrence, parce que quand on crée une marque, et en l'occurrence, on avait vraiment vocation depuis le début à aller à l'international en Europe, on avait anticipé ça, donc c'est vrai qu'on avait commencé à y réfléchir assez tôt, et très rapidement, on a déposé la marque, en fait, dans toute l'Europe, le logo, etc. Et pareil, pour les noms de domaine, en fait, on a fait des achats très, très rapidement pour être placé, parce qu'on ne voulait pas prendre le risque de ne pas être présent avec notre nom de domaine. Après, je n'ai pas encore acheté, comme l'a justement fait remarquer Gérard, le Point Paris. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire. D'accord. Et c'est un budget important pour les personnes à la salle qui sont dans ces problématiques-là, d'un petit aspect pratico-pratique? Alors, c'est plus la partie propriété intellectuelle qui va coûter cher que la partie nom de domaine, sincèrement. Surtout quand on crée une marque, en fait, on a son propre nom, donc c'est vrai que c'est pas très coûteux. Mais par contre, la partie propriété intellectuelle, elle nécessite non seulement d'être accompagnée, parce que c'est extrêmement complexe par des gens très professionnels, et par ailleurs de mettre de l'argent. C'est d'autant plus important que dans une problématique de levée de fonds, ça c'est quelque chose que les fonds d'investissement regardent très, 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 très fréquemment.
D'accord. Gérard ? Je peux vous donner des prix peut-être, comme ça donne une visibilité. Oui. Donc c'est vrai que, il faut une marque. Donc le problème de la marque, vous connaissez, mais ensuite, si vous avez une marque et que vous ne mettez pas en place une surveillance de marque, ça ne sert absolument à rien. À peu près, il faut compter un budget entre 500 et 1000 euros pour une surveillance. En revanche, vous allez pouvoir faire des oppositions et vous pourrez vraiment avoir une vraie lutte efficace. Deuxièmement, au niveau de la protection, il faut penser qu'un site web et toute l'activité web est quand même une base de données. Et donc, vous devez mettre en place des tags et des protections contre les extractions substantielles, qualitatives et quantitatives. Et à partir de là, vous serez protégé. Bien entendu, vous avez le droit d'auteur, donc tout ce qui est original est protégé. Et là, vous êtes mondialement protégé, puisque tous les pays, y compris la Chine, sont signataires de la Convention de Berne. Donc, il y a des protections, mais les actions sont complexes. Mais c'est une arme concurrentielle très importante. Il suffirait simplement, quand vous avez un concurrent, de le soupçonner de plagiat, de le dire dans la presse. Et déjà, ça fait tomber pas mal de choses. Au niveau des données, dont nous, on est par exemple labellisé CNIL, c'est vrai qu'en Europe, c'est très important. Les cybermarchands ne font pas attention, si vous voulez, au lieu où sont stockés les serveurs. Et donc là, moi, j'ai quand même une tendance à vous rappeler qu'un des éléments de la confiance, c'est de prôner une souveraineté européenne. Et à ce titre, il est très important de savoir où sont les serveurs de vos prestataires. Alors, je suis désolé pour le côté américain ou extérieur, mais c'est vrai que lorsque vous avez des données qui sont hébergées au-delà de l'Europe et qui ne vous assurent pas les mêmes garanties, on voit les problèmes avec Google, etc., ou Amazon, enfin, et d'autres. Donc, ça pose de vrais soucis, et là, il y a une vraie légitimité. Et enfin, il faut avoir derrière la politique de protection une vraie politique de données, de protection de données, et on voit apparaître de plus en plus chaque prestataire qui demande aux autres prestataires, notamment en matière de données, de mettre des contrats de confidentialité, de garantie de jouissance paisible, d'utilisation exclusive, et donc ça, c'est ce que l'on voit véritablement apparaître. Voilà. Un petit mot, oui, pour peut-être en réaction justement sur les données, c'est un vrai sujet, l'hébergement des données, et comment se prémunir au mieux. Absolument, oui. Alors, ne soyez pas désolé, hein, Gérard, parce que on a l'habitude de ce genre de choses. Et d'ailleurs, il faut faire tomber un certain nombre de mythes, puisque le droit européen, de nouveau, de ce point de vue-là, est très bien fait, et qu'une société basée en France, qu'elle soit française, américaine ou chinoise, ne peut pas exporter des données en dehors de l'espace économique européen sans répondre à un certain nombre de critères très stricts. Sans rentrer dans ces critères, il y a trois façons principales de le faire. Nous avons choisi les clauses types, c'est-à-dire que nous avons l'obligation d'inclure des clauses, des modèles de clauses qui sont rédigés, je vais très vite, mais qui sont rédigés au niveau européen dans nos contrats. Donc quand on vend un service dématérialisé à un client en France, par exemple, un service de cloud, typiquement, et qu'on leur dit que leurs données sont susceptibles d'être exportées à un moment ou à un autre vers les États-Unis, on leur assure exactement le même niveau de protection que celui qui s'appliquerait en France. Voilà, c'est la loi, et donc on s'y plie. Ensuite, il faut, et j'irai très rapidement, mais il faut aussi démystifier la peur du grand américain et du Patriot Act en particulier. Il y a beaucoup de choses du domaine de l'irrationnel qui circulent. Le Patriot Act, c'est un arsenal juridique qui cherche à protéger l'intérêt national des États-Unis, des lois antiterroristes en particulier. Je dirais qu'une seule chose, c'est que les lois antiterroristes européennes et les lois françaises en particulier sont beaucoup plus contraignantes que le Patriot Act. Donc vos données sont a priori plus facilement... on est sur le mieux-disant. Les autorités françaises ont plus de facilité, entre guillemets, parce que c'est quand même très encadré, pour aller les chercher là où elles sont en France que les autorités américaines aux États-Unis. Très bien. Sur ce sujet des choses spécifiques à chaque pays, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est les disparités de TVA. C'est quand on va dans un pays étranger, comment faire en sorte d'avoir une politique de pricing uniforme, comment gérer les distorsions de TVA. Qui veut s'exprimer sur ce sujet ? Oui, on a parlé d'une harmonisation de la protection du consommateur quand il achète en ligne. Donc cette harmonisation-là, maintenant, elle est vraiment effective. Mais il y a toute une série d'autres législations qui ne sont pas harmonisées.
qui sont des législations sectorielles, hein, du type la protection du consommateur au niveau des produits alimentaires, et donc, ou les écotaxes, hein, qui sont encore des éléments qui varient selon les pays auxquels on doit être attentif. Et il y a un domaine encore où il y a le moins d'harmonisation, c'est évidemment le domaine fiscal, puisque les États membres ont tous un droit de veto. Il faut l'unanimité pour qu'au niveau européen, il y ait une harmonisation en la matière. Et donc, on se retrouve avec des situations assez très disparates où, pour un produit alimentaire, par exemple, on peut passer de 0% pour certains produits alimentaires en Grande-Bretagne à 25% au Danemark. Donc, on parlait de 0 à 25. Où pour beaucoup de services, on passe de 15 à 27 même. Donc, cette harmonisation-là, elle n'est pas du tout effective pour l'instant, mais il y a un net progrès dans le sens que pour l'e-commerçant, dès qu'il dépasse un certain seuil de vente dans un pays, il est obligé d'appliquer la TVA du consommateur dans le pays où il vend. Donc pour les produits, c'est déjà effectif dorénavant. On ne peut plus avoir vraiment de distorsion par rapport à un marché national. Et l'harmonisation va être... Ça, c'est récent, ça. Là, ça existe, je pense, depuis 2010 pour les produits. Pour les produits, c'est en vigueur dès qu'on dépasse un certain seuil qui varie entre 30 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel vers un pays. Donc ça, il faut tenir compte de ce seuil qui varie selon les pays. Mais pour prendre un exemple, vous voulez vendre en Belgique, dès que vous dépassez un chiffre d'affaires de 30 000 euros vers la Belgique, vous êtes obligé de faire une déclaration de TVA en Belgique et d'appliquer aux consommateurs belges la TVA belge, qui est dans ce cas-là légèrement plus importante, c'est 21% au lieu de 20%. Inversement, pour un e-commerçant belge qui veut vendre au Luxembourg, il a la faculté d'appliquer le taux de 15%, qui est nettement plus avantageux, et dès qu'il dépasse 100 000 euros, eh ben, il est obligé d'appliquer le taux de 15%. Donc ça, c'est pour les produits. Et pour le service, il va y avoir une harmonisation à partir du 1er janvier 2015, donc c'est très proche. Et là, tous les vendeurs de services seront obligés d'appliquer la TVA du pays du consommateur, y compris les prestataires de services non européens qui, pour l'instant, pouvaient choisir le pays où ils s'implantaient en Europe, et donc la plupart s'installaient à Malte ou au Luxembourg, où ils appliquaient pour les services 15%, voire pour les livres électroniques 3,3%. Maintenant, ils seront obligés d'appliquer la TVA du pays du consommateur. Donc il y a d'un côté une grande différence de tarifs, puisqu'il faut jongler avec des taux de TVA différents pour le même produit en fonction du pays vers lequel on vend. Mais d'un autre côté, il y a moins de distorsion par rapport aux concurrents sur un marché donné, puisque les règles du jeu seront les mêmes. On sera obligé d'appliquer, par exemple, si on vend au Danemark, 25%, et vos concurrents seront dans la même situation. Au sein de Gemio, est-ce que vous vous êtes posé ces questions sur la TVA? Est-ce que ça joue finalement sur le choix des pays vers lesquels on déploie son offre? Tout à fait, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles on a choisi de se déployer sur un pays à la fois. Ça a été une vraie question sur la méthodologie au début. On s'est dit, est-ce qu'on part à l'international sur 3-4 pays différents? Je ne vous cache pas que ce genre de problématique nous a conduit à nous dire qu'on allait prendre un pays à la fois, d'autant plus que la joaillerie est un secteur très particulier. La dimension retail est très forte, et donc c'est vrai qu'on voulait vraiment se focaliser sur un pays pour à chaque fois prendre toutes les dimensions culturelles et locales au sein même de notre offre. Donc en fait, c'est un sujet qui est tellement complexe pour une petite structure comme nous que évidemment, en fait, ça nous freine un petit peu dans notre développement international. Après, c'est pas du tout l'unique raison pour laquelle on a choisi de prendre un seul pays, mais c'est vrai que ça y contribue. Gérard, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste une chose, si on veut regarder le côté du paradis fiscal ou de taxes, il n'y a pas que la TVA. Hein. Vous avez récemment, il y a tous les supports. Amazon vend énormément on se base par exemple en Belgique ou dans d'autres pays pour acheter des clés USB. Donc il y a toutes les taxes qui sont autour de ça. On a échappé avant-hier à la taxe sur les tablettes, qui était une redevance audiovisuelle, et aussi sur les mobiles. Donc nous, on a quand même un génie en France à mettre des taxes partout. Donc ça a des conséquences. Mais ceci étant dit, il faut vraiment vérifier pays par pays. Parce que lorsqu'il y a un avantage, lorsqu'il y a une taxe, derrière ça, il y a une récupération dans chaque pays. Je sais, en matière de voitures, par exemple, pour les flottes, la Belgique, par exemple, présente un très grand avantage au niveau de la TVA, mais un très gros inconvénient lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez la taxe sur les automobiles. Donc chaque pays, il y a une étude au cas par cas, et il faut vérifier. Et puis,
il y a aussi un autre problème, c'est dans certains pays, vous avez des services qui sont réglementés. On le voit, nous, par exemple, en France, avec la directive service. Et donc, il faut vérifier si cette activité est possible dans le pays. Donc, il n'y a pas que la TVA. Chaque pays a ses propres taxes, ses propres protections. Et il y a tout un éventail effectivement d'éléments à prendre en compte. Si on revient peut-être sur un des aspects pratico-pratiques de la vente en ligne produit, on peut s'arrêter aussi sur la thématique des retours et de la manière dont on peut les gérer à l'international. C'est également un des sujets préoccupants pour les e-marchands. Est-ce qu'un client est insatisfait de manière uniforme dans quel que soit le pays, ou y a-t-il des spécificités également en la matière ? En fait, il y a des usages d'achat qui sont vraiment différents. Le plus difficile à gérer pour en tout cas les marchands français, ce sont les Allemands. Ils ont une habitude de commander en grand nombre, de recevoir la marchandise, de sélectionner, on va prendre le t-shirt, ils vont prendre une vingtaine de t-shirts de toutes les couleurs, voir ceux qui leur plaisent le plus et retourner les autres. Dans le domaine de la chaussure, le français par exemple essaye, enfin c'est très... Donc chaque pays a sa propre particularité. Le taux en France de retour est entre 2 et 5%. Mais par exemple en Allemagne, il est de 45%. L'espagnol ne fait pas trop de retours. L'italien non plus. Enfin, donc vous voyez, il faut faire attention. Enfin, peut-être on peut voir. Et puis il y a le côté d'insatisfaction client. Et maintenant, tout le monde est en train de regarder. On n'a pas les indicateurs puisque maintenant le retour c'est 14 jours. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Et il faudra voir l'année prochaine les grandes tendances. Mais je pense que vous ferez un numéro spécial autour de ça. Bah, j'espère. Je vois que Damien Jacob... Oui, je confirme les propos de Gérard. C'est vraiment des différences culturelles qui sont importantes. Par exemple, en Belgique, le taux de retour il est encore très faible. On est entre 1 et 5%, donc même un peu en dessous du taux français. Par contre, en Allemagne, on a des taux de retour qui sont très élevés. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un e-commerçant belge voulait vendre des produits de mode sur le marché allemand. Il avait vraiment des produits très attractifs et d'ailleurs, il avait beaucoup de commandes. Mais il s'est rendu compte qu'il avait un très grand nombre de taux de retour. Et on a analysé un petit peu la situation. Et en fait, ces produits étaient effectivement bien à la mode, bien demandés, mais il s'adressait à une clientèle féminine en Allemagne et qui avait envie du produit tout de suite. Et cette clientèle, d'une part, elle achetait plusieurs tailles en même temps, ce qui est un peu une attitude un peu habituelle, de commander 3 tailles pour être sûr d'avoir la bonne. Mais en plus, commandait le même produit à 3 e-commerçants différents, parfois même plus. Et dans l'optique, dans une stratégie de se dire, je prends le premier produit qui arrive, et les autres, je les remballe, puisque la législation permettait jusqu'à présent d'avoir les frais de retour gratuits aux frais du vendeur. Et donc le pauvre, entre guillemets, e-commerçant belge, qui avait au niveau logistique au moins 1 voire 2 jours de retard par rapport à l'e-commerçant allemand, il avait un taux de retour beaucoup plus important qu'un Allemand qui vendait à un Allemand. Et donc c'est ça qui est important de tenir compte de cette attitude-là qu'on peut avoir sur un marché, des habitudes. Le marché allemand est un marché très mûr en termes d'e-commerce. Les e-commerçants, enfin les acheteurs connaissent bien leurs droits et ils se sont dit le produit arrive trop tard, j'ai pris le premier produit qui arrive et tant pis pour celui qui livre trop tard. Donc il faut tenir compte de cela et il faut tenir compte que même s'il y a maintenant une harmonisation au niveau législatif et donc en Allemagne cette obligation de prise en charge des taux de retour, des frais de retour n'est plus à la charge du consommateur, à la charge du vendeur. Par contre, maintenant les e-commerçants allemands ont pris comme stratégie de proposer un geste commercial qui est de dire on continue comme avant. On continue à faire comme si la législation s'appliquait. Ils sont mieux disants que la loi, finalement. Voilà, ils sont mieux disants que la loi, comme stratégie de différenciation, justement, par rapport à des e-commerçants étrangers qui, eux, se disent on respecte juste la loi et on ne fait pas plus. Donc il faut tenir compte aussi des habitudes des vendeurs du marché vers lequel vous visez, parce que si évidemment vous limitez à la loi et que vos concurrents locaux vont plus loin, c'est un élément de différenciation sur le marché qu'eux ont pris et pas vous. Il y a juste un cas à savoir, c'est que plus le produit est volumineux, moins il y a de retour. Ça, c'est aussi une grande tendance. Et il n'y a pas de retour sur l'achat d'escaliers en ligne ou de fauteuils. Enfin, c'est un vrai... Ça, c'est aussi un constat intéressant.
Oui, les consommations de biens courants, voilà, c'est effectivement, il y a un hiatus. Il y a une question sur les retours aussi qui est très particulière et qui se pose cette année au salon. C'est le problème du croisement entre le fichier retour et le fichier rétractation. Et donc beaucoup se posent la question de savoir est-ce que je dois faire de nouvelles déclarations, est-ce que je peux utiliser les mêmes éléments, enfin c'est des vraies questions qui sont posées autour de ça. Très bien. Sur un plan pratique nous concernant, puisqu'on est vraiment dans une démarche de B2B avec du produit dématérialisé, donc effectivement c'est un petit peu différent. On a accordé une grande place sur notre boutique en ligne pour faciliter la prise de contact avec nos équipes. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les différentes cibles qu'il y a vraiment les professionnels qui connaissent très bien le produit dont ils ont besoin avec ses caractéristiques, etc. Donc déjà, on a énormément soigné le descriptif produit en rajoutant, en précisant les choses dès que possible. Et puis effectivement, en facilitant la prise de contact avec le service commercial, dès que l'internaute du coup a un doute, il se sent en confiance parce qu'il sait qu'il peut avoir quelqu'un, une équipe vraiment au téléphone qui va accorder l'écoute à son projet pour l'orienter vers la bonne solution. Donc voilà, on a toujours axé le qualitatif et l'échange relationnel à côté de la vente en ligne pure. En joaillerie, est-ce qu'il y a beaucoup de retours? En joaillerie, alors chez Gemio, comme nos clients sont merveilleusement contents de notre offre, on a 1% de retour. En fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est donc joaillier, on fabrique nos bijoux, mais on les fabrique sur mesure pour nos clients. Donc théoriquement, on a le droit de ne pas faire de retour. C'est justement c'est une des particularités de la loi. Parce qu'on offre sur mesure. Exactement. On offre pour autant un délai de 30 jours donc de rétractation, de retour, et on rembourse intégralement le bijou, même pour des montants très importants. En l'occurrence, je pense que justement ça joue, comme les clients savent que c'est vraiment fabriqué sur mesure pour eux, ils vont pas, si vous voulez, essayer de trop de trop faire de retour. Oui. Par ailleurs, la qualité est excellente. Ce qui est intéressant en fait, en revanche, pour nous, c'est l'évolution du droit de garantie sur les vices et défauts cachés qui a évolué, qui est passé de 1 à 2 ans. Et ça, pour nous, en revanche, c'est un impact qui est assez important parce qu'on est passé donc d'un droit de garantie de 1 à 2, ce qui signifie que nos bijoux maintenant sont en somme assurés. On doit continuer, si vous voulez, à faire des réparations, ce genre de choses, 2 ans après l'achat. Il y a énormément de défauts de manipulation qui peuvent être faits dans les 2 ans et non pas des défauts de vis et cachés. Ce qui est un petit peu ennuyeux en l'occurrence pour le secteur de la joaillerie, c'est que si vous voulez, un défaut en général arrive dans moins d'1 an. Un vrai défaut de fabrication sur un bijou va arriver dans les 6 mois au pire sur un bijou. Donc 2 ans n'a pas vraiment d'impact, mais en revanche pour nous c'est une charge supplémentaire de travail très importante parce qu'on a un certain nombre de clients qui ont des défauts de manipulation et qui du coup vont ensuite nous dire le bijou tient pas la route, garantie. Donc du coup expertise de notre côté, etc. Sur les droits de retour, on a été conseillé notamment parce qu'on avait appris que l'Allemagne était très différente en fait par rapport à la France sur les droits de retour. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas choisi d'aller sur l'Allemagne en premier. Malgré tout, je crois que l'Angleterre est aussi un peu plus punchy en ce qui concerne les retours que la France. Donc on verra bien ce qui se passe. Je pense qu'on va augmenter par rapport au 1%. Mais justement, c'est une des choses qu'on va devoir prendre en compte lors du déploiement à l'international. C'est vraiment, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de test and learn finalement. Énormément. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi, d'un point de vue méthodologique, de partir sur un pays, parce que chaque pays, c'est ce que j'entends là, est très très différent. On est encore une jeune entreprise et on veut vraiment apprendre au cas par cas. On est vraiment sur du haut de gamme, donc on ne peut pas se permettre de faire un peu n'importe quoi. Et c'est vraiment en amont, essayer de préparer au mieux, mais une fois sur place, en fait, on va véritablement apprendre les us et coutumes locales. C'est amusant parce que finalement, on se dit qu'en Europe, on a vraiment beaucoup de spécificités, même si on a une union économique européenne. Ça reste encore un dédale pour chacun quand on veut s'y employer. On va parler des moyens de paiement, mais je crois que Damien, vous vouliez réagir. Oui, je voulais juste apporter un petit élément aussi. On parlait d'harmonisation de la réglementation au niveau européen. Donc, elle est effective, mais ce qui est amusant de voir, c'est que la réglementation n'est pas contrôlée de la même manière selon les pays. Il y a des pays qui sont proactifs et qui sortent assez vite le carnet entre guillemets d'amende quand on ne respecte pas cela. Mais il y a beaucoup de pays qui ont une attitude très passive, qui attendent des plaintes des clients. Et même, en fait, la principale menace qui pèse pour un e-commerçant n'est pas tellement le client
qui va se plaindre, parce qu'il va se plaindre peut-être à l'administration et vous allez avoir une mise en demeure de respecter cela et vous, avec quelques temps, vous allez vous régulariser la situation et l'affaire sera vite classée. Donc c'est pas tellement... on a tendance à croire qu'il faut faire attention à cause du consommateur. Non, il faut surtout faire attention à cause des concurrents. Et il y a des marchés très actifs, notamment justement encore l'Allemagne, où il y a des confrères de Gérard qui ont une attitude même proactive, des avocats qui conseillent des e-commerçants en leur disant « Attention, votre concurrent ne respecte pas la loi. Vous savez que vous pouvez porter plainte pour concurrence déloyale. » Et donc vous risquez pas forcément d'avoir des problèmes avec vos clients, mais avoir des problèmes avec des concurrents, entre guillemets, jaloux, qui se disent bah, « Tiens, lui, il ne respecte pas la loi et je vais pouvoir lui donner un coup de frein à son activité. » Gérard ? Il y a un point qui est toujours posé, c'est lorsque vous recevez une lettre d'un avocat allemand. Donc ils ont une réglementation qui est tout à fait particulière et qui pour nous est très déstabilisant, puisqu'ils mettent, si vous voulez, un acte, ils disent qui est délictueux, ils vous disent voilà, vous devez faire ça, vous pouvez le régler en payant tant. Et à partir du moment où il met un montant, ce montant s'impose. Et donc, vous ne pouvez que aller devant un juge pour le contester, mais si vous ne le contestez pas et si vous laissez faire, le jour où vous allez arriver sur le marché allemand, vous aurez des plaintes contre vous et vous serez, si vous voulez, quelqu'un qui commet des infractions. Donc, il faut faire très attention lorsque vous recevez une lettre de cabinet allemand où ils mettent un montant, il faut trouver vraiment, véritablement une solution et généralement, il faut payer, quoi. C'est un vrai... Ce sont des nouveaux relais de croissance pour les e-commerçants allemands ou... Voilà, mais d'un côté ça fait peur ces lois-là, ces lettres-là, mais devant un juge allemand, la plupart du temps, il y a quand même beaucoup de bon sens qui est appliqué, de ce que j'ai comme retour d'information, et donc vous avez justement intérêt à contester le montant évoqué, parce que si vous allez en justice, il sera en général rectifié à un montant beaucoup plus correct. Il faut contester, ça c'est un vrai frein, parce que nous en France on n'a pas l'habitude, la plupart du temps on voit une lettre, les Français ils la jettent à la poubelle, ils répondent pas. Là, c'est un vrai souci. Et après, il y a vous devez la somme. C'est une pratique courante. Voilà, c'est une pratique courante. Et il faut tout de suite la régler. Donc là aussi, le marché allemand, c'est vrai qu'il est très intéressant. Mais attention, il y a une concurrence qui est exacerbée. Très bien. Peut-être en périphérique de cette problématique des retours qu'on voit qui est très spécifique, on peut peut-être parler également de tout ce qui est moyen de paiement. Quand un e-marchand part à l'international, quels sont les freins qu'il a à lever sur les moyens de paiement qu'il faut qu'il déploie ou qu'il ne déploie pas? Comment sonder les marchés et leurs spécificités? Quelles sont les grosses différences en fait? À ce niveau-là, c'est encore un patchwork au niveau national dans chaque pays. Il y a des moyens de paiement qui sont des habitudes pour le consommateur et je crois que pour un e-commerçant, on n'a pas trop le choix que de prendre les différents moyens de paiement appliqués dans chacun des pays parce que le consommateur est rassuré en voyant des moyens de paiement qu'il connaît. Et oui, c'est complexe, c'est énervant de devoir jongler avec beaucoup de solutions de paiement et beaucoup de moyens de paiement, mais on n'a pas le choix si on veut attirer le consommateur. Je vais prendre un exemple, les Pays-Bas, il y a un moyen de paiement en ligne qui est très développé, qui s'appelle iDeal. C'est 60 à 70% des consommateurs qui l'utilisent. Vous ne le proposez pas? Vous pouvez expliquer en deux mots ce que c'est iDeal pour... Oui, c'est un système de transfert bancaire automatisé qui est vraiment une solution purement nationale, qui n'existe pas ailleurs. En Belgique, il y a Bancontact, qui est un système de carte de débit. En Allemagne, on paye beaucoup avec un prélèvement bancaire, une domiciliation bancaire, solution qui n'existe pas du tout, qui existe beaucoup moins dans d'autres pays. En Belgique, le consommateur aime bien encore être assuré à faire un virement bancaire. Ce que je suis souvent incité à recommander à un e-commerçant belge qui veut s'adresser au marché français, mais c'est d'accepter encore les chèques bancaires classiques qui ont disparu en Belgique, mais qui depuis 10 ans même, mais en France c'est encore presque 10% des consommateurs qui l'utilisent.
Et on a vraiment ce patchwork qui est encore, en tenant compte des pays de l'Europe de l'Est, plus complexe. Donc il faut prendre ces différents moyens de paiement, trouver un PSP, donc un intermédiaire qui gère ces différents moyens de paiement et qui vous facilite la vie, parce qu'il faut aussi gérer, quand on parle de retour, le remboursement avec le mode de paiement utilisé par le consommateur. C'est un coût qu'il faut intégrer dans une stratégie de développement international. Christophe Barru, vous avez un point de vue là-dessus. Oui, c'est effectivement, il faut prendre en compte les disparités nationales. Néanmoins, notre expérience chez Dell, c'est aussi le fait qu'on a quand même réussi à extraordinairement simplifier et standardiser, en Europe en particulier. Donc on connaît les différences entre ces marchés et on doit s'y adapter. On a quand même réussi à simplifier, par exemple à pratiquement faire disparaître le chèque, y compris en France, et on a pratiquement vraiment à 99% maintenant uniquement des moyens de paiement dématérialisés. Et la façon dont on arrive à le faire, c'est tout simplement, on revient sur les thèmes évoqués, de confiance, de transparence. Il est évident que c'est beaucoup plus sûr de demander aux professionnels d'ailleurs ou aux particuliers de nous régler par des moyens dématérialisés. Ces moyens de paiement, la carte bancaire en particulier, et tout ce qui et les moyens de paiement sécurisés autour de la carte bancaire, je pense à PayPal et ce genre de choses, c'est quelque chose qui s'est développé considérablement dans les 10 dernières années. Et c'est une industrie qui s'est, et ce n'est pas le cas de toutes les industries financières, enfin de tous les secteurs financiers, mais l'industrie de la carte de paiement s'est auto-régulée, s'est dotée de standards PCI extrêmement performants, de très haut niveau, et qui, à mon sens, fonctionnent bien. Et de nouveau, je pense qu'il y a beaucoup d'autres secteurs financiers qui pourraient peut-être s'en inspirer. L'autorégulation ne marche pas forcément très bien sur tous les marchés, dans tous les pays et dans toutes les industries, mais celle-là, à mon sens, fonctionne bien. Elle oblige les commerçants, et en particulier les e-commerçants, à se plier à des standards extrêmement stricts. Et plus les volumes de transactions sont élevés, plus ces standards sont élevés. Donc, par exemple, il y a un seuil chez Visa, pour prendre un exemple, qui est, je crois, de 6 millions de transactions par an. C'est un nombre de transactions et non pas le montant des transactions en question. Donc il faut quand même avoir un sacré volume. Mais au-delà de 6 millions de transactions par an, il y a des contraintes phénoménales. Il y a au moins un audit par an, des contraintes technologiques, de pare-feu, de choses comme ça, et qui permettent d'instaurer cette confiance et de faire que, pour finir, il y aura toujours des fraudes et des fraudeurs, mais que ça reste quand même un moyen, les moyens dématérialisés vont se développer et vont être la norme si ils ne le sont pas déjà. Très bien. Tant que vous avez le micro, peut-être sur les moyens de paiement, Gérard dira un mot, parce que je crois que vous aviez aussi une expertise sur les taux de change que vous pouviez peut-être échanger rapidement. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est une industrie assez particulière de l'informatique, le constructeur informatique. Il y a deux ou trois choses qu'il faut qu'on tienne à l'esprit. La première, c'est bien sûr que nous achetons en dollars. L'immense majorité des composants qui sont achetés pour fabriquer nos machines sont achetés d'ailleurs en grande partie en Asie, mais les prix sont négociés, donc ce sont des très très gros volumes, et les prix sont négociés en dollars. Et évidemment, on ne vend pas dans le monde entier en dollars. Donc il faut qu'on prenne ça en considération dans nos catalogues de prix. On a des milliers de références, des milliers de configurations différentes, des dizaines de milliers de composants. Et il y a toujours un décalage, parce qu'il y a toujours un risque de change, qu'on appelle un risque de change entre, par exemple, pour la zone euro, le dollar et l'euro. Les pratiques sont très différentes quand on parle de vente aux particuliers ou de vente aux professionnels. Dans les ventes aux particuliers ou sur un certain nombre de catalogues, on doit être extrêmement flexible. Et donc on doit être capable de faire évoluer nos prix pratiquement en temps réel en fonction de l'évolution des composants, des gros composants. Un exemple, les disques durs, une grosse partie des disques durs dans le secteur de l'informatique sont construits en Thaïlande. Il y a eu des inondations en Thaïlande il y a 1 an et demi ou 2 ans. Il y a eu un impact immédiat, donc il y a 1 ou 2 usines qui ont dû ralentir, voire fermer, un impact immédiat sur le prix des disques durs qui s'est répercuté sur le prix des configurations des ordinateurs que vous achetez vous-même. Ça s'est répercuté en 3 jours.
Donc il faut être capable de réviser des catalogues entiers en quelques jours. C'est de la gestion en temps réel. C'est la gestion. Donc ça, c'est une gestion propre à un très grand groupe qui a évidemment une logistique extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est dans les ventes aux professionnels, eh bien, on a des clauses, ça fait partie des discussions, des négociations avec nos clients. On a des clauses qui prévoient la façon dont, en gros, qui va supporter le risque de change. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de garantir un prix fixe pour plus de quelques mois. En général, c'est un trimestre. C'est assez typique de cette industrie également. Hors zone euro, c'est des questions qu'il faut se poser en fait. Pardon ? Hors zone euro, c'est des questions qu'il faut avoir en tête. Il faut l'avoir dans tous les pays. À la limite, en zone euro, c'est un peu plus simple puisqu'il y a une grosse vingtaine de pays qui utilisent la même monnaie. Simplement, il faut être conscient du fait qu'il y a beaucoup de sociétés qui achètent et qui nous disent quand elles achètent des parcs informatiques ou des services, etc., qui disent je veux avoir une visibilité, donc je veux avoir un prix fixe sur 2 ans. Donc ça, a priori, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une telle volatilité qu'il faut être capable de dire on fixe un taux de change moyen pour le trimestre à venir et il s'applique. Merci Christophe Barru. Il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de cette table ronde. Gérard Haas, vous vouliez ajouter quelque chose sur tout ce qui est moyens de paiement et... Juste, d'un point de vue juridique, les paiements sont sécurisés, mais il faut savoir, par exemple, qu'à Paris, il y a un pôle cybercriminalité qui a été monté et que l'année dernière, au niveau des plaintes qui ont été déposées, il y a une augmentation de 550%, et ça représente plus de 33 000 plaintes qui ont été déposées en matière de paiement frauduleux. Et qu'au niveau des paiements frauduleux, il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de coopération, même si on utilise au niveau international Interpol, il n'y a pas de coopération avec l'Angleterre. Et puis la deuxième chose, c'est au niveau du paiement, pour prendre un exemple avec PayPal, vous avez le problème du paiement différé en matière de prestation de services. C'est-à-dire que vous faites une prestation de service, donc c'est consommable immédiatement, mais donc généralement c'est hors droit de rétractation, possibilité de retour, et il y a un paiement différé, et donc vous allez faire votre prestation et vous n'êtes pas payé. Donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui, et donc il faut bien choisir son outil de paiement en fonction du service ou du produit que vous proposez. C'est simplement, voilà. Sinon, c'est quelque chose qui marche très très bien. Finalement, quand on voit le nombre de transactions, hormis les failles, ça marche très très bien. Pauline Desniaux, le mot de la fin, peut-être ? Très rapidement, en fait, nous, justement, on est très soucieux des problématiques de paiement parce qu'il y avait un panier moyen autour de 1 000 € qui peut monter jusqu'à 20 000 € pour certains bijoux. C'est vrai que notamment les paiements en plusieurs fois sont évidemment très importants et c'est une des valeurs ajoutées d'Internet parce que les joailliers classiques ne le font pas trop. Et du coup, c'est très problématique à la fois en termes de fraude, puisque la fraude peut se révéler après, en fait, qu'on ait par exemple envoyé le bijou d'une très grande valeur, alors qu'on a reçu seulement une partie du paiement. C'est du vécu ou... On a eu énormément de problématiques, ne serait-ce qu'en France. À l'origine, Gemio avait choisi de ne pas passer par le 3D Secure pour les raisons de taux de transformation qu'on connaît. On est maintenant en 3D Secure, et en dépit du 3D Secure, on a encore quelques fraudes. Vous doutez bien que dans la joaillerie, on achète une bague en or, c'est très facile à revendre. Donc c'est vraiment un problème spécifique au secteur. Moi, je voulais juste attirer aussi votre attention sur tout ce qui est logistique, aussi parce que nous, dans la joaillerie, c'est très particulier. On fait donc des livraisons très sécurisées avec remise contre signature, assurance, etc. On a fait le choix notamment de ne pas aller en Italie et en Espagne, alors que l'Italie est le plus gros marché européen en termes de joaillerie, justement parce qu'on nous avait vraiment attiré l'attention sur le fait que d'un point de vue logistique, l'Italie, à la fois en termes de vol et même en termes de pertes, était absolument catastrophique. Donc ça aussi, quand on parle international, absolument à faire très attention, parce que je crois que les dimensions logistiques sont aussi très importantes. Merci pour ces éclairages. Je pense qu'on peut applaudir nos speakers qui nous ont éclairés sur toutes ces thématiques avant de prendre quelques questions de la salle. Alors, une question à droite. On va vous amener un micro. Si vous pouvez vous présenter succinctement. Bonjour, Laurent Hanou, je suis consultant en e-commerce et nous démarrons le premier réseau de relais colis en Tunisie. Et donc je vous pose la question du point de vue d'un éventuel e-commerçant
tunisiens ou d'une façon plus générale non européens, en quoi est-ce que l'évolution des directives européennes que vous avez évoquées change la donne pour ces sociétés qui voudraient vendre aux consommateurs européens, en grand public, en B2C? Damien? Pour eux, c'est plus simple. On a une seule réglementation à respecter pour toute l'Europe et avec le même système, par exemple, de rétractation qui va s'appliquer. Donc, il y a pour des e-commerçants tant européens que non européens une simplification du travail à ce niveau-là, avec juste la nuance, évidemment, que les conditions générales et tout le service après-vente doit être adapté pour gérer les différentes langues européennes. Mais pour cela, j'ai l'impression que c'est plutôt favorable pour eux. Une autre question? Oui. Est-ce que vous pouvez vous montrer? Je ne vois pas votre main. Juste ici. Ah ben voilà, c'est près de la caméra. Bonjour. Bonjour, Merouen, cofondateur d'un site internet qui vend des accessoires photos et vidéos en ligne. On compte s'internationaliser en 2015 et j'avais plusieurs points, notamment sur la protection intellectuelle, notamment de la marque, donc à l'INPI. Vous parliez tout à l'heure de surveillance. Est-ce que, même après avoir déposé cette marque, est-ce que la surveillance, finalement, c'est vraiment l'élément qui va nous garantir d'une protection totale? Est-ce qu'une marque, finalement, enfin une autre société peut déposer le même nom que nous et que, voilà, si on ne surveille pas ce dépôt, finalement avoir une sorte de doublon dans les fichiers marques de l'INPI? Merci pour votre question. Alors, sur la marque, très rapidement, vous avez une barrière. D'abord, la marque, c'est un dépôt qui est national. Donc, vous avez une protection nationale. Et pendant les 5 premières années, si vous n'avez pas de visibilité sur vos concurrents qui sont en train de déposer les mêmes marques que vous, au bout de 5 ans, il y a ce qu'on appelle une déchéance par tolérance. Donc, il faut mettre en place un service de surveillance pour vous opposer à tout dépôt, et c'est une procédure administrative. Si vous ne mettez pas de surveillance, ça ne sert à rien. Si vous voulez faire aussi des levées de fonds, les investisseurs vont regarder si vous êtes vraiment actif pour la protection de votre marque. Donc, il faut avoir une stratégie de dépôt selon les pays qui vous intéressent et de vérifier, si vous voulez, de faire une surveillance active. Aujourd'hui, le dépôt d'une marque, ça sert essentiellement, outre la protection sur le territoire, de barrière en matière de référencement, puisque ça vous permet d'avoir des actions rapides auprès de Twitter, Facebook, Google, et d'avoir des opérations rapides. Mais ça n'est pas suffisant, et en tout cas, si vous voulez aller à l'international, il faut être véritablement actif pour savoir qui veut rentrer dans votre périmètre et choisir les actions que vous voulez mener. D'accord. Ma seconde pour question... finir, oui. Ouais, désolé. Oui, au niveau du paiement en devise, on a vraiment plusieurs sons de cloche. Finalement, est-ce que, étant un site en euros, avec un nouveau site en anglais, donc proposant des prix donc en euros ou alors convertis dans la devise locale, donc je pense à la livre pour le client, est-ce qu'on a vraiment besoin d'ouvrir des comptes dans différentes monnaies, ce qui est assez fastidieux, enfin, même auprès de la banque, plutôt que de tout simplement montrer un prix converti indicatif, comme le font certains PSP? Alors, au-delà de la réglementation qui est propre à chaque pays ou qui peut évoluer, je pense que c'est surtout une question de confiance et de dialogue avec vos clients ou vos clients potentiels. On a parlé de ça dans l'e-commerce en général et en particulier quand on souhaite se développer de manière internationale. Il faut être le plus transparent possible et il faut inspirer la confiance. Je pense que dans beaucoup de marchés, dans beaucoup de pays et sur beaucoup de marchés, il vaut mieux avoir une devise locale, un système de règlement très simple et donner la sensation effective à vos clients que vous êtes d'une manière ou d'une autre implanté localement. Vous êtes
Je pense, c'est instinctif, mais j'en ai déjà parlé avec des gens du marketing chez nous en particulier, que ça peut être une barrière pour certains clients que de se dire je ne paye pas dans ma devise, ou si je paye dans ma devise évidemment, c'est converti, quid du taux de change le temps que l'ordre soit passé, etc. Donc je pense que c'est plutôt des questions de cet ordre-là qu'il faut se poser. La confiance, la transparence, la simplicité d'accès aux informations sur le site sont fondamentales, et donc cette question en fera partie. Merci. Merci beaucoup. On va laisser la place à Facebook qui intervient à suivre. Et, je remercie à nouveau les intervenants du jour. Je vous demande de les applaudir et je vous souhaite une bonne continuation sur le salon. Merci. Ceux qui sont intéressés, il y a un petit dossier d'information qui est disponible sur le site retis.be, R-E-T-I-S, sur la problématique de l'e-commerce international.